au regard du rôle majeur joué par ses fils par le passé dans l'islamisation de cette région. Mais aujourd'hui, la pensée de Serigne Cheikh Tidiane Sy nous donne les bases théoriques et philosophiques pour le renouveau du monde musulman, qui ne pourra pas se faire sans la maîtrise des sciences et des techniques. Déjà en 1960, il prônait une civilisation durable, guidée par la science, alliée à l'éthique, contribuant à une humanité unie, et l'exprimait en ces termes. Les civilisations ne se défendent pas durablement par les canons, les chars ou les dollars, mais par l'éthique qui les fonde. Mais revenons-en à mon cheminement et ma rencontre avec Serigne Cheikh. C'est à partir de 1987 que j'ai commencé à collectionner les cassettes de ses conférences et à l'écouter. Et grâce à cette proximité virtuelle avec l'homme, par sa pensée, j'ai pu apprendre à respecter l'intellectuel intemporel, au savoir immense et d'une extraordinaire lucidité. Homme politique, homme de science, homme de culture, homme de lettres, il était devenu le défenseur de tous les droits, des femmes, des talibés, de l'environnement, droit à la santé, droit au savoir, etc. Serigne Cheikh nous a aidés à avoir aussi les clés de lecture pour comprendre l'islam avec le concept de liberté. Pourquoi je veux parler de liberté? Au sens étymologique, le terme islam signifie soumission, selon le dictionnaire Larousse. Pour Serigne Cheikh, cette soumission à la volonté d'un Dieu unique n'implique pas forcément une forme d'aliénation. Au contraire, elle assure une forme de liberté qui affranchit l'homme de toute contrainte existentielle en le mettant au service exclusif d'Allah. Grâce à Serigne Cheikh, je me suis libérée de toute forme de servitude. Le pouvoir, le statut social, l'argent, les honneurs ont peu de valeur à mes yeux. Et avec les enseignements de Serigne Babacar, qui prône la rectitude et la droiture, et ma mère me disait, borom bonne carré bi, du ko wengal, du ko jengal, fa mu ko teg la naan teg. Nous pourrons affronter le monde avec sérénité, mais rappelons que tous les deux, Serigne Cheikh comme Serigne Babacar, s'abreuvent à la source de Seydi Hadj Malick, qui, pour Serigne Cheikh, est la référence. C'est donc avec l'islam qu'on a atteint la conception la plus élevée de la liberté de l'homme. Mais en même temps, l'islam nous dit que c'est en transformant le monde pour le rendre digne de Dieu que le croyant prépare son salut. Le musulman est alors appelé à transformer le monde social par la révolte politique, si ce monde est injuste. La notion d'injustice est extrêmement importante dans la pensée de Serigne Cheikh. Et aussi transformer le monde matériel, d'où la progression impressionnante des sciences et techniques que l'islam a impulsées. Oui, c'est l'islam qui a impulsé les sciences. Et dans l'ouvrage collectif Éléments d'histoire des sciences sous la direction de Michel Serres, Michel Autier, qui a fait la chronologie des découvertes scientifiques de 3500 ans avant Jésus-Christ à 1945, nous dit que de l'an 800 à l'an 1200, toutes les découvertes scientifiques à l'échelle mondiale, sans exception, sont faites par le monde musulman. Mais ils finiront par disparaître dès le XIIIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont pourtant les Almoravides, quand ils sont allés en Espagne, qui ont permis à l'Occident d'avoir accès à la science. Grâce aux traductions de l'arabe en latin, que l'Europe du Nord a découvert les sciences, s'en est appropriée et va conquérir le monde et dominer les musulmans qui, eux, avaient renoncé à une rationalité qu'ils avaient contribué à promouvoir. Et quand j'ai étudié comment l'islam est arrivé en Afrique de l'Ouest, c'est par deux trajectoires qui ont fait une rupture avec la rationalité scientifique. La première, c'est les Kharajites. Il y a les Kharajites et les Sunnites.
Les Kharajites, en refusant la dévolution du pouvoir par le sang, la dévolution monarchique, se sont opposés aux Omeyyades et aux Abbassides. Et les Ibadites, qui en sont une branche modérée en arrivant en Afrique, ont, eux, renoncé au djihad et ont mis la priorité sur le développement et la diffusion des savoirs. Ils ont apporté toutes sortes de techniques, l'urbanisation, l'assainissement, l'extraction minière aurifère, la filature, le tissage, la teinture et bien d'autres. Le Burkina Faso leur doit la culture du coton. Ils ont jeté les bases d'un modèle d'État centralisé au profit des formes démocratiques d'organisation. Par exemple, chez les Sagonogo, pour les imams d'Oula de Kong, Kong c'est le royaume au nord de la Côte d'Ivoire, d'où est issu Alassane Ouattara. Pour eux, à l'époque, ces imams, ils disaient que tout esclave capable de demander sa libération par écrit en arabe était immédiatement libéré. Ils ont milité en faveur du caractère électif et non dynastique de l'imam et il leur est attribué ce slogan, à tort ou à raison, que l'imam doit être le plus savant parmi vous, même si c'est un esclave ou une femme. Quant aux sunnites, eux, c'est l'école malikite dont nous relevons. Ils ont progressivement éliminé les ibadites. Ils ont privilégié la gouvernance politique et ont joué un rôle important dans le processus d'étatisation et la construction des grands empires. Mais ils ont utilisé la dimension universaliste de l'islam pour arriver au pouvoir en s'appuyant sur la volonté de libération du peuple, mais une fois au pouvoir, ils s'appuient sur la dimension transcendante de l'islam pour justifier qu'ils doivent leur pouvoir uniquement à Dieu, et ainsi ils confortent les inégalités et les hiérarchies entre les hommes. Alors ils finissent par entrer en contradiction avec le principe d'égalité, de dignité de tous les hommes. C'est pourquoi, après cette descente de notre religion au plus bas, il est le temps aujourd'hui d'examiner tout cela pour aller vers un renouveau de l'islam en Afrique de l'Ouest. Et je pense que la pensée de Serigne Cheikh nous apporte des éléments de référence. Parce qu'aujourd'hui, face aux défis qui se posent dans notre sous-région, notamment avec les djihadistes, les musulmans doivent renouer avec un islam porteur de progrès, reposant sur une pensée puissante. Et c'est en ce sens que la production intellectuelle de Serigne Cheikh nous interpelle. Mais Serigne Cheikh est un homme à la pensée complexe. C'est un érudit qui a eu accès à une diversité de connaissances. Il est poète, écrivain, philosophe. Il s'est intéressé à l'état de droit, au système financier international, à la mondialisation. Il a parlé de sociologie, de psychologie, d'économie, de biologie, de géologie, d'art, de culture, de civilisation et que sais-je encore. En vérité, Serigne Cheikh est au-delà de toutes ces disciplines que nous avons citées, car adossé à la foi qu'il ne dissocie pas de la raison. Nous parlerons alors juste de quelques dimensions de l'homme, le défenseur des droits des femmes et des jeunes, le réformateur, l'éducateur, l'universaliste et l'agent de transformation sociale. Serigne Cheikh était bien sûr le défenseur des femmes. Il s'inscrit dans une démarche en rupture avec l'obscurantisme envers les femmes consacré par nos sociétés patriarcales. Je me souviens, je l'écoutais il y a quelques jours quand il disait que Kocc Barma farceur la naka ngay gisee jigéen naan bone la parce que la créature quelle qu'elle soit, l'homme, c'est-à-dire l'être humain, c'est ce que Dieu a de plus cher. Venir faire cette caricature et traiter la créature humaine de bonnet, il dit que Kocc est un farceur. Donc, il était contre l'obscurantisme dans lequel on enfermait les femmes. Mais il va au-delà des revendications féministes, car pour lui, l'islam a reconnu à la femme un statut spirituel et moral égal à celui de l'homme, avec les mêmes devoirs et les mêmes récompenses auprès de Dieu, mais avec des rôles sociaux définis dans un cadre traditionnel islamique. Lorsqu'il explique la manière dont Dieu a amené Adam et Hawa sur terre, c'est pour nous dire que Dieu ne voulait pas que Adam se sente supérieur à Hawa. Mu ne bëggul woon Adama ni mooy sangu Awa.
C'est pour nous dire donc cela, la femme n'a pas à être son esclave. Pour Serigne Cheikh, la femme est le pilier essentiel de la famille, chargée de l'éducation des enfants et de la transmission des valeurs religieuses et culturelles. Serigne Cheikh a raison d'élévation de ces femmes, parce que imaginons qu'est-ce que serait devenue notre religion sans Aïcha. Et je vous dirais aussi que la première université du monde a été créée par une femme, Fatima Al-Fihri, Al-Haywan, à Fès. Donc, la femme a une place essentielle dans la connaissance et la production des connaissances. Et Serigne Cheikh nous dit, en ce sens, c'est elle qui prépare les générations futures. C'est pourquoi, dans ma conviction, je suis en train d'écrire un livre sur la famille, où je dis que le ministère de la Femme devrait former les femmes de diverses organisations qu'il encadre pour pouvoir enseigner le Coran et les bases de la religion à leurs enfants pour les premières années et diminuer les risques d'abus et de violence face à un monde en mutation. Et je pense que c'est possible parce que je l'ai fait. J'ai enseigné moi-même le Coran à mes enfants de 3 ans et 5 ans quand on vivait en Belgique. Donc il faudra au moins, comme le dit un de mes cousins ici, qui me dit que au moins jusqu'à Nice, les femmes devraient pouvoir maîtriser cela. Et les premières années de l'enfance, qu'il n'y ait pas une enfance volée. Imaginons un enfant de 3 ans. J'en ai rencontré quand je travaillais avec le BIT derrière, dans la mer qui se trouve derrière la présidence. Un enfant qui ne savait plus d'où il venait. Il savait juste qu'il venait de Richard Toll. Parce qu'on l'a donné très tôt à un marabout, il a fugué plusieurs fois. Et finalement, il a fini, il n'a plus de parents, il n'a plus d'identité. Il a fini par oublier d'où il venait. Donc, les enfants de 3 ans ne peuvent pas aller dans un dara. Il va falloir qu'on retravaille sur cela pour essayer de reconstituer notre société. Et certes, Diane, quand vous parlez de la refondation de notre société, je crois que cet élément aussi est à prendre en compte. Alors, je profiterai aussi de ce mois de mars pour parler symboliquement au nom de toutes les femmes dont Serigne Cheikh a défendu les droits, pour lui dire merci de nous avoir donné les arguments pour affronter le monde en restant ancré dans la foi de l'islam. Serigne Cheikh s'adresse aussi à la jeunesse, mais pas à une jeunesse d'une époque donnée. Serigne Cheikh s'adresse à la jeunesse de tout temps et de tout espace. Il les invite à prendre conscience de leur rôle social et de leurs responsabilités, non seulement comme croyants, mais aussi comme citoyens engagés. Il prône une pratique de l'islam permettant de concilier foi et vie moderne, tout en restant fidèle aux principes de la religion. Il prône l'éducation par les pairs, car les jeunes sont appelés à s'éduquer mutuellement en cultivant l'intelligence spirituelle. Serigne Cheikh nous a donné l'exemple de cette famille où il disait que c'était des anthropologues qui avaient dit que l'homme vient du singe. Alors les enfants sont allés demander à leur mère d'où est-ce que nous venons. Leur mère leur a dit, peut-être que vos pères viennent du singe, mais nous venons d'Adam et d'Ève. Alors les enfants, tous ont fui leur père. Et c'est là où il prend que morom, khalel moyar, moromom. Les raisons pour lesquelles on doit mettre cet accent, mais pour qu'il puisse le faire, faudrait-il qu'on lui donne les armes suffisantes pour cela. Alors, Cheikh avait prédit aussi, mu ni jamono ngi ñëw xale yëpp daanu riir wuy ci diine waaye ndax dana am ko leen gàttandu. Je crois que ce moment-là est arrivé dans notre pays et nous devons retourner à la pensée de Serigne Cheikh. Mais ce qui me fascine, c'est Serigne Cheikh. Il s'est penché sur le rôle du marabout très tôt. Il n'avait que 16 ans quand il a écrit son livre « Les vices des marabouts », dans lequel il fait la critique de certaines dérives au sein de la communauté religieuse et il a mis en pratique ses idées. Moom li muy wax da koy jëfe.
Serigne Cheikh a inversé le paradigme de la transmission du savoir et a jeté les bases de nouveaux rapports marabouts et fidèles. C'est le talibé qui allait de foyer en foyer à la recherche de la connaissance. Mais avec Serigne Cheikh, c'est l'enseignant ambulant qui allait à la rencontre des populations pour les instruire à travers ses conférences. Il a apporté le savoir un peu partout. Tivaouane, Keur Djemb, Bargny, Kaolack, Saint-Louis, un peu partout dans le Sénégal et ailleurs dans le monde. Mais la pédagogie basée sur l'humour utilisée par Serigne Cheikh et faisant du paradoxe sa modalité d'entrée dans le message reflète son originalité, mais surtout une forme d'intelligence supérieure. Al Maktoum est un universaliste, car pour lui, malgré la très grande diversité des cultures, il n'y a qu'une civilisation, c'est la civilisation céleste. Sa vision de l'humanité comme création de Dieu englobe toutes les formes de croyance. Il s'est intéressé à toutes les formes de spiritualité. Il acclamait son profond respect au prophète Isa ibn Maryam et sa considération pour les chrétiens. C'est ainsi qu'après l'assassinat d'Aldo Moro, il composa à sa mémoire une élégie à la fin de laquelle il formula cette prière: Ô Allah de Mohammed, paix sur lui, Allah de Jésus-Christ, arrose-le de pardon et accorde-lui ta bénédiction. Serigne Cheikh magnifie la spiritualité judaïque à travers la statue du prophète Moïse, qui pour lui mérite considération par le seul fait qu'il soit désigné par Dieu l'interlocuteur par excellence. Il a dit à ce propos: j'ai beaucoup d'admiration pour Moussa. Je cogite beaucoup à son sujet et je compte beaucoup de connaissances parmi ses adeptes. Quand j'ai des ennuis avec les musulmans, je suis obligée d'aller prendre contact avec les gens de Moïse, car je sens quelque chose de spécial en eux. Mais l'athéisme aussi mérite un intérêt dans sa réflexion. En atteste son aspect pour Zhou Enlai, premier ministre de la Chine, un marxiste athée, lorsqu'il dit de lui: n'eût été la guidance de l'islam, je n'aurais guère besoin d'une guidance qui contredirait l'idéologie de votre parti interactif. Serigne Cheikh a encouragé le dialogue interculturel et interreligieux, invitant les musulmans à s'ouvrir aux idées modernes et aux échanges avec l'Occident pour mieux intégrer les notions d'économie, les notions contemporaines de l'existence humaine. Mais surtout, c'est le Serigne Cheikh acteur de transformation sociale. Parce que c'est un penseur avant-gardiste. Pour lui, la vocation de l'islam est de conduire l'humanité vers un avenir toujours meilleur. Il est un tremplin et le plus sûr pour guider l'humanité vers le salut. Ainsi, il a fait de la foi le fondement de toute transformation sociale, mais il insiste sur le fait que le changement réel ne peut se faire par décret, mais par une transformation intérieure de l'homme. C'est cette conception du monde qui explique son implication en politique, dont on a parlé tout à l'heure, ainsi que toutes ses autres actions dans les domaines multiples, économiques, social, culturels et scientifiques. Acteur économique, il a investi dans le transport, l'agriculture, mais ayant compris l'enjeu des transformations de la science, de la technologie, il a compris l'enjeu de la transformation des produits agricoles avec la SCIB, devenue Sonacos, ce que peu de gens savent, et la transformation des ressources naturelles avec la société de chaux et du ciment devenue Socosim. Il est vrai que Amat Dansoko rétablit la vérité sur Serigne Cheikh et Socosim. Serigne Cheikh donne un sens particulier à la transformation du monde matériel. Pour lui, la création de la richesse n'a pas pour finalité la domination de l'autre, n'a pas pour finalité l'accumulation pour l'accumulation du capital, mais c'est une modalité d'adoration de Dieu en venant en aide à ses prochains. Je crois qu'à la fin de sa vie, il était devenu totalement un ascète. Il a nourri les pauvres, offert des toits à ceux qui étaient dans le besoin et aidé des hommes d'affaires
à se relever. Serigne Cheikh est donc un penseur en avance sur son temps. Par la formation des consciences, il a favorisé un islam à la fois ancré dans la tradition soufie, tidjane, et résolument tourné vers la modernité, le pluralisme et le dialogue pour renforcer la cohésion sociale et la richesse culturelle du pays. Mais Serigne Cheikh ne parle pas à une génération. Il indique la voie à suivre à l'élite religieuse de demain. C'est en cela qu'il a été l'intellectuel organique de la classe maraboutique. Et même si comparaison n'est pas raison, Serigne Cheikh a été l'instituteur du siècle. Car il a instruit tout un peuple comme l'ont fait d'autres, tels que l'imam Al-Ghazali dans la Perse du XIIe siècle, Ibn Rushd d'Averroès, le philosophe andalou qui a repris la logique aristotélésienne et l'a diffusée largement, impactant tant le monde islamique que l'Occident médiéval, ainsi que Ibn Sina Avicenne, philosophe et médecin grec, dont les œuvres métaphysiques, médecine et philosophie ont profondément marqué la pensée islamique occidentale. Al-Maktoum, góor gi ci roq bi, fait partie de ce groupe d'intellectuels qui, à travers les siècles, ont donné au monde musulman une pensée riche, ouverte et cohérente sur le plan spirituel, scientifique et philosophique. Et ainsi, il a inscrit le Sénégal parmi les plus grandes nations qui ont été des foyers de pensée théologique et philosophique, comme l'Iran, l'Irak, l'Espagne et l'Égypte. En conclusion, face à la décomposition sociétale à laquelle nous assistons, seule une pensée puissante peut nous aider à faire face aux dérives observées. Celle de Serigne Cheikh s'impose à nous, car il a compris que l'avenir de l'islam ne peut faire l'impasse de la réconciliation des deux dimensions, celle politique et celle scientifique, adossée à la spiritualité. Lorsque Serigne Cheikh dit que les confréries ne sont que des clubs mystiques où se forment continuellement les athlètes de la religion, c'est pour nous une invite aux guides religieux à prendre conscience de leurs responsabilités dans cette nouvelle mission. La situation actuelle de l'Iran lui donne raison, car l'Iran n'aurait jamais pu faire face sans la science et les techniques. L'Iran n'aurait pas pu faire face à l'agression du pays le plus puissant du monde. Par son œuvre, Serigne Cheikh a mis en place les fondamentaux qui pourront conduire à la renaissance de l'islam en Afrique de l'Ouest. Par ses enseignements, il nous donne les outils pour façonner une jeunesse responsable, ouverte au monde et ancrée dans la spiritualité à la fois. Le travail mené en ce sens par les Moustachidines, Moustachidati, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan céleste, de la voie céleste décrite par Serigne Cheikh. J'en profite pour adresser mes salutations respectueuses à Serigne Moustapha Sy. Et aujourd'hui, peut-être la pensée de Serigne Cheikh n'est peut-être qu'une province de la pensée islamique, mais combien porteuse. Car lorsque ces enseignements auront irradié les musulmans de tous bords, les rayons de nouvelle aube se lèveront en Afrique de l'Ouest pour indiquer la voie à suivre au reste du monde. Pour ma part, sa vie et l'œuvre qu'il nous laisse constituent un précieux guide méthodologique que nous avons l'obligation de vulgariser pour en faire un viatique à tout jamais. Les héritiers ont la lourde responsabilité d'en faire une large diffusion. Serigne Cheikh est un visionnaire. Sa capacité prospective lui a permis d'être un homme intemporel par la pensée. Il a su anticiper sur le futur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la révolution technologique permet au monde entier d'avoir accès à sa pensée. Je termine donc en rendant grâce à Dieu et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous remercie tous pour votre aimable attention.